Il y a quelques années, les fabricants de guitares américains voulaient produire des guitares d'entrée de gamme moins chères et ont donc décidé d'eux-mêmes de délocaliser une partie de leur production en Asie et notamment au Japon. Tout s'est bien passé tant et si bien que les guitares japonaises sont devenues au fur et à mesure des années un réel standard de qualité et une sous-marque des guitares américaines. Ça, c'est ce qui aurait dû se passer. La vérité, c'est que les Américains se sont volontairement laissés copier par le pays qui a littéralement inventé les standards de qualité. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, voici l'épisode promis sur les guitares japonaises. Nous sommes au milieu des années 50, les Alliés ont gagné la guerre il y a moins de 10 ans, le Japon est un pays perdant, exsangue, en pleine crise sociale. Cette petite île perdue au milieu du Pacifique doit importer la quasi-totalité de ses matières premières, a pris des embargos sur les ventes d'armes et doit se reconstruire. La situation est tellement critique que les Américains se sentent même redevables envers les Japonais en pleine crise. Ils envoient des missions industrielles au Japon, et notamment des missions de qualité dont une, la plus connue, est dirigée par le professeur William Edwards Deming. Les Américains sont en train d'apprendre aux Japonais la qualité. C'est un pays doublement réceptif aux principes. Dans le shintoïsme et la philosophie héritée des samouraïs, le japonais et le travailleur doit devenir le meilleur dans son art, et s'il n'accomplit qu'une tâche toute sa vie, il doit la maîtriser parfaitement. Qui plus est dans un pays qui doit tout importer, dans lequel le gâchis est intolérable. C'est sur ce terreau très fertile que le contrôle qualité est poussé à son paroxysme et élevé au rang d'art. Et c'est ici que cette longue introduction au ton grave va prendre fin pour laisser place à un discours plus enjoué et habituel chez Lantez Musique. Parce qu'en vrai, on va quand même vous raconter une histoire assez funky et compliquée, donc si on commence à adopter un ton énergie 12, ça va vite être gavant. Nous allons nous situer entre la fin des années 50 et le début des années 60, période bénie où Fender et Gibson se tirent la bourre à coups de guitare à couleur automobile et de Les Paul 58-59, les meilleures guitares du monde. Seulement voilà, même à l'époque, le sport national des guitaristes aux États-Unis, c'est de se plaindre que la guitare c'est cher. Heureusement que les mecs jouent pas du piano ou de la clarinette. Parallèlement à ça, chez les moins jeunes, l'économie est en pleine bourre, les ménages ont de l'argent et le rock'n'roll est la musique qui prédomine et les gens jouent de la guitare à fond les ballons. Tant et si bien que même avec des guitares relativement chères pour l'époque ramenées au salaire moyen, les guitares se vendent et des problèmes d'approvisionnement se font sentir. C'est sur cet entrefait qu'en 1954, un certain Harry Rosenblum ouvre un magasin s'appelant Medley Music en Pennsylvanie. Le bon Harry, il est confronté comme tout le monde et comme tout magasin aux difficultés d'approvisionnement. Je vous rappelle que dans ces années-là, en plus, la plupart des trucs, même le bobinage des micros, est fait à la main ou sur machine assisté par un homme ou une femme. On est en période de prospérité, les gens qui sont pas contents traversent la rue comme disait notre bon président et trouvent du boulot dans la manufacture d'à côté, donc tout coûte cher. Ce bon Harry, vendeur de guitare acoustique, décide de monter sa fabrique d'instruments pour résoudre le problème. Harry crée donc la marque Elgar Guitar, fabriquée à la main aux USA. La demande est soutenue, il finit par embaucher son frère et un luthier, mais tous les trois ne parviennent toujours pas à satisfaire à la demande croissante. Harry décide donc d'arrêter la production fabriquée main aux USA et de se reconvertir dans l'importation et la distribution de guitares asiatiques. Il se tourne vers la firme Hoshino Gakki Gen Company, qu'on appellera Hoshino pour simplifier, mais il y a un souci de taille. Les produits japonais n'ont pas bonne presse en Occident, ils sont réputés de mauvaise qualité. Par chance, Hoshino vient d'acquérir une petite marque espagnole tombée en déconfiture, Ibanez.
Hoshino devait reprendre son nom Ibanez pour fabriquer les guitares. Finalement, les guitares seront produites sous le nom Elger et toujours fabriquées par Hoshino. La production pour Harry Rosenblum dure environ 5 ans et se termine fin 70. Hoshino finit par racheter Elger et par la même occasion racheter les droits d'importation aux États-Unis. Nous sommes alors dans les années 70 et on va lâcher un peu Hoshino et Ibanez. Les Japonais fabriquent des instruments de musique et des guitares depuis très longtemps. Mais comme tout ce qui est purement réservé au marché intérieur japonais, c'est chelou. D'autres marques concurrentes japonaises ont senti le bon filon et se sont mis à fabriquer des répliques de guitares américaines. On va notamment citer Greco, Fernandez, Tokai, tout ça dans un ordre complètement désordonné, non chronologique. Ces marques vont s'appuyer sur d'autres usines que celles d'Hoshino, Fujigen Gaki, Gaki voulant dire usine ou manufacture en japonais, Matsumoku Gaki, Tereda, encore une fois c'est pas chronologique, mais vous connaissez normalement, si vous connaissez un peu les guitares japonaises, le nom de ces usines qui sont devenues mythiques. Greco est une marque qui appartient à la firme Kanda Shokai Corporation. Kanda Shokai, qu'on va appeler Kanda pour le reste de la vidéo, est un grand distributeur d'instruments de musique depuis la fin des années 40. Il crée la marque Greco et l'introduit sur le marché, d'abord marché intérieur japonais, dans les années 60. Au début, Greco, c'est des guitares qui déjà ressemblent fortement aux guitares américaines. Mais c'était tout de même des guitares originales. Toutes les marques japonaises, et notamment Greco, vont être très influencées par les tournées d'artistes mondiaux qui font fureur même dans les anciens pays de l'Axe. Notamment les Beatles, qui en 66 entament une tournée mondiale. Greco flash littéralement sur leurs instruments et se met à reproduire des répliques plus ou moins fidèles des Bass Hofner et de Fender Telecaster. En 69, c'est Led Zeppelin qui marque un nouveau tournant dans l'histoire de la musique, et naturellement Greco va se mettre à faire des Les Paul. Au début, il semble y avoir une raison tout à fait valable à ça. Déjà, le Japon, c'est loin de tout, donc ce qui s'y passe, on s'en fout un peu. C'est un marché très fermé, donc on va pas trop y regarder, et le japonais moyen a pas le même portefeuille que l'américain ou l'européen. Donc les marques japonaises vont se mettre à faire des copies de modèles physiquement fidèle au modèle américain, à destination uniquement du marché intérieur japonais pour que les japonais puissent faire de la musique avec des guitares ressemblant à celles de leurs musiciens préférés. Et d'ailleurs, je parle de guitare parce que c'est un épisode guitare, mais c'est applicable à peu près tout. Au départ, chez les japonais, et là on vise toutes les manufactures et toutes les marques, on faisait un peu sur photo. C'est-à-dire que les instruments ressemblaient vraiment aux instruments américains, mais ils n'étaient pas aux cotes américaines, ils n'étaient parfois même pas fabriqués avec les mêmes matériaux, mais toujours avec une grande exigence de qualité. Les Japonais commencent par des modèles très entrée de gamme à destination des jeunes Japonais. Au départ, au catalogue, vas-y, YOLO Tanaka, la Les Paul elle ressemble à peu près à la photo, tu la sors. Manche vissée et tout, vous avez déjà vu passer ça sur internet. Au pays de l'oncle Sam, on est dans les années 70, ça inquiète pas trop. Là-bas, loin, dans un pays qui exporte pas, leur Les Paul Core Pancake avec des tables en contreplaqué et un manche vissé, on s'en tape un peu, ils risquent pas de venir faire concurrence aux guitares américaines. Surtout qu'à l'époque, importer du Japon, autant importer des guitares US du Japon c'est cher, mais c'est également cher d'importer des guitares japonaises aux États-Unis, et vu le standard de qualité, on n'y voit pas trop l'intérêt. Petite parenthèse, on avance dans le temps, les Américains auraient quand même dû se douter qu'en Europe, c'était pas la folie. Même si on était gagnant, on devait reconstruire avec des guitares qui ressemblent aux guitares américaines que nous aussi on paye très cher, importer du Japon bien moins cher, et ben c'est quand même un bon deal. Entre 70 et 75 à peu près, les Japonais copient plein de guitares et les Américains s'en inquiètent pas tellement. Plein de manufactures font tourner des usines, ils créent plein de marques, encore connues aujourd'hui ou non, Guyaton, Fernandez, Greco, Tokai, Bernie, Orville, Edwards et compagnie, et des marques un peu moins connues qu'on verra par la suite. C'est un tort de l'oncle Sam à l'époque de laisser les Japonais faire. On est dans un pays où l'héritage du shintoïsme et des samouraïs, c'est si tu n'as qu'un seul métier ou qu'un seul ouvrage dans la vie, ton but et ton seul but, c'est d'en faire un art et de le maîtriser parfaitement.
Les Américains ont sur cette période fait la plus grande erreur, laisser aux Japonais la possibilité d'acquérir de l'expérience. Rendez-vous compte de la bizarrerie de la situation. Les Américains se sont laissés copier sans rien faire par un pays qui était obligé de faire de la qualité pour s'en sortir et exporter, et qui, de surcroît, a été aidé par ces mêmes Américains à devenir les meilleurs en qualité. Eh ben, on est chez Ibanez à la fin des années 75, et spoiler, qu'est-ce qui se passe? Ibanez se met à faire des guitares de ouf. On est très loin de la copie en contreplaqué reproduite à partir de photos, même si les codes sont toujours pas exacts, on est sur des instruments qui vraiment viennent concurrencer les modèles américains et plus particulièrement Gibson. Et ça devient un problème puisqu'un jeune japonais diplômé dans les années 70 gagne autour de 120 $ US par mois. Alors là, on a dû se lancer dans des calculs d'apothicaire pour se remettre sur les dollars des années 70, mais il semblerait que dans les années 70, un Américain moyen gagnait au-dessus de 9,60 $ actuels de l'heure, ce qui correspondrait à 1,20 $ des années 70. Ce qui fait qu'en gros, un Américain gagnait entre, si on compte des semaines de 40 heures, et je pense qu'ils en faisaient plus, entre 200 et 300 $ par mois. Sachant que c'est le salaire moyen et pas le salaire des diplômés. On peut raisonnablement penser que les Américains gagnaient au moins 2 fois plus qu'un Japonais. J'en veux pour preuve, et on se réfère encore une fois à l'article de Cyril Bernard, qu'une Stratocaster qui n'était pas une guitare chère dans les années 70, chez Fender, ça coûtait autour de 600 $. Donc il y a fort à parier qu'un Américain moyen devait pouvoir se payer une Fender avec 1 mois ou 2 mois de salaire, comme c'est le cas aujourd'hui. Et là, vous prenez conscience du problème. Ibanez construit des guitares qui concurrencent Gibson en termes de qualité pour le marché intérieur japonais au prix acceptable pour un japonais. Mais rappelez-vous, Hoshino Ibanez a acquis en même temps qu'Elgar les droits d'importation et de distribution sur le continent américain. Et ça devient très rigolo chez Ibanez de se présenter au NAMM avec des copies de Gibson qui concurrencent Gibson. Et là, il y a un problème, c'est qu'un prix canon pour un jeune japonais, c'est un super prix pour un jeune américain. Et les Américains vont commencer à avoir des problèmes en voyant débarquer sur leur marché intérieur des guitares japonaises à prix défiant toute concurrence et à rapport qualité-prix défiant toute concurrence. Et des petits nouveaux s'appelant Eddie Van Halen, Ace Frehley vont se mettre à jouer sur des guitares japonaises et vont devenir très très connus. Et ça emmerde profondément l'oncle Sam. Et plus particulièrement une de ces petites entreprises qui s'appelle Norlin, maison mère de chez Gibson, qui décide d'intenter un procès à Ibanez. Et là nous entrons dans un événement qui deviendra bien malgré lui un argument de vente au point d'en devenir presque un certificat de qualité pour les guitares japonaises, le lawsuit. Lawsuit, ça veut dire procès. À partir de maintenant, Gibson décide d'intenter un procès à Ibanez, et seulement à Ibanez. Et même plus particulièrement Elgar Corporation, qui est le nom américain d'Ibanez, puisque je vous le rappelle, Elgar, la marque du Bon Harry, avait été rachetée depuis quelques années par la firme. Là, on est sur de la grosse tactique américaine telle que vous la connaissez sur YouTube aujourd'hui, violation des droits d'auteur, copie, et notamment à cause du format des têtes et des têtes open book. Et je vous rappelle qu'à ce stade, Gibson est en procès, et déjà, il n'y a que Gibson qui est en procès, et non Fender, et non Rickenbacker, et non toutes les autres marques copiées, et Gibson est en procès contre Elgar, Ibanez, et non pas Greco, et non pas Fernandez. Donc c'est un abus de langage de dire qu'une Greco, qu'une Fernandez, qu'une Burnie est lawsuit directement, ces marques n'ont pas été attaquées par Gibson, mais elles ont bénéficié de l'aura du certificat lawsuit qui s'est étendu par abus de langage et par association d'idées à toutes les marques japonaises qui reproduisaient des têtes de guitares connues plus que les corps de guitares connus. Dès 75, en réalité, Ibanez avait pris les menaces de Gibson très au sérieux et avait commencé à changer le format de ses têtes. Et fait intéressant dans ce fameux cas lawsuit, Ibanez n'a jamais été condamné
et n'a jamais perdu contre Gibson puisqu'ils ont trouvé un accord. Ibanez a arrêté de copier les têtes Gibson et il y a eu quelques petites trucheries rigolotes qui vont donner des idées aux Américains, notamment sur d'autres marques qui copiaient d'autres guitares. Donc le lawsuit, c'est un certificat de qualité faisant penser que les Japonais ont été condamnés et que tous les Japonais ont été condamnés par les Américains pour avoir copié des guitares japonaises, mais ça n'a jamais réellement été le cas. Par contre, ils ont eu très peur. Gibson demandait quand même 6 millions de dollars de l'époque à Ibanez. Je vous laisse refaire le calcul par rapport au salaire moyen américain de l'époque. Et ça n'a pas fait peur qu'à Ibanez, ça a également fait peur à toutes les autres marques japonaises, puisque les Américains avaient largement la force de frappe pour intenter un procès à chaque marque. Ça a transigé à l'amiable, Ibanez a accepté d'arrêter de copier les guitares Gibson et c'est à cette période que Ibanez, faisant figure de bon élève chez les Japonais, s'est mis à produire des guitares originales que nous connaissons toujours aujourd'hui. Mais dans les autres usines, ça copiait toujours à tout va, notamment chez Greco, chez Bernie et chez Orville, qui n'avaient pas été condamnés, qui n'avaient même pas réellement été inquiétés jusque-là. Et si Ibanez avait lancé sa marque et ses modèles, chez les autres, on continuait à faire de la Gibson pas chère qui faisait pâlir de rage tous les vendeurs d'instruments de musique américains. Et on arrive à la folle histoire d'Orville. Nous espérons que ce premier épisode vous a plu, vous l'avez compris. Compte tenu de la complexité du sujet, nous avons décidé d'en faire une série séparée en plusieurs épisodes. Rassurez-vous, au jour où sort cette vidéo, l'intégralité des épisodes est terminée et montée, seule la diffusion sera décalée dans le temps. La prochaine fois, nous aborderons comment les Américains, devant la qualité affichée par les Japonais, ne se sont pas contentés de leur intenter des procès pour les faire fermer, mais les ont laissés bien ouverts et ont apposé leur marque sur les têtes. Et la petite histoire dans la grande, c'est que les Japonais auraient peut-être réussi à tellement innover qu'ils ont fait mieux que les Américains et que les Américains se sont mis à reprendre ces innovations sur les modèles US. C'est ce qu'on appelle chez Max Lantez un bon doigt dans le derrière et on vous laisse ça pour la prochaine fois. Petite précision, vous trouverez tous les liens en description, nous avons énormément sourcé cet article et principalement sur le site Vintage Japan Guitar de Cyril Bernard. Allez lui faire un coucou et lire l'article dans son entièreté, ça sera toujours mieux qu'un condensé vidéo.